Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, tous les soirs nous mettons tout en œuvre pour vous faire apprécier une œuvre de la littérature française ou étrangère et de temps en temps même nous interviewons donc des auteurs qui viennent de sortir leur livre. Alors ce soir pour ma part je vais vous lire un roman de Jules Verne, Autour de la Lune, qui est sorti en 1869 et qui est la suite du roman De la Terre à la Lune qui est paru lui en 1865, dont nous gardons les mêmes héros, si vous avez lu l'ancien livre, donc le livre précédent. C'est un roman qui décrit les aventures de trois hommes, donc Nicole, Barbicane et Michel Ardan, qui sont montés dans un obus tiré par un immense canon pour les envoyer vers la Lune. Alors, la particularité de ce roman, c'est qu'on le dit plus ou moins prémonitoire, oui, parce que en fait, il a beaucoup de coïncidences avec la mission Apollo 8 qui a eu lieu quelque temps après. L'initiative du voyage de la Lune a bien été prise par les Américains. Le départ de la mission américaine a eu lieu au Cap Canaveral, à quelques centaines de kilomètres seulement de l'endroit choisi par Jules Verne en Floride, non pour les raisons qu'offre l'auteur, mais parce que la vitesse supérieure de la rotation de la Terre à cet endroit y est plus favorable. Il y a bien eu 3 astronautes à bord de la capsule, donc nos héros Nicole, Barbicane et Michel Ardan. Bien sûr, les astronautes en question n'avaient pas les mêmes noms. On ne va pas pousser le truc trop loin. Et la mission a duré un peu moins d'une semaine, comme celle de Michel Ardan et ses amis. Enfin, au retour, l'engin se retrouve dans l'océan après avoir effectué une orbite lunaire. Alors, cela dit, pour les plus pointilleux, effectivement, il y a quand même pas mal d'erreurs scientifiques, mais on lui pardonne. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. Nous attendons vos petits messages. À quelle origine rapportaient ces rainures? Question difficile à résoudre. Elles sont certainement postérieures à la formation des cratères et des cirques, car plusieurs s'y sont introduites en brisant leurs remparts circulaires. Il se peut donc que, contemporaines des dernières époques géologiques, elles ne soient dues qu'à l'expansion des forces naturelles. Cependant, le projectile avait atteint la hauteur du 40e degré de latitude lunaire, à une distance qui ne devait pas excéder 800 km. Les objets apparaissaient dans le champ des lunettes, comme s'ils eussent été placés à 2 lieues seulement. À ce point, sous leurs pieds, se dressait l'Hélicon, haut de 550 mètres. Et sur la gauche, s'arrondissaient ces hauteurs médiocres qui enferment une petite portion de la mer des pluies, sous le nom de golfe des Iris. L'atmosphère terrestre devrait être 170 fois plus transparente qu'elle ne l'est, pour permettre aux astronomes de faire des observations complètes à la surface de la Lune. Mais dans ce vide où flottait le projectile, aucun fluide ne s'interposait entre l'œil de l'observateur et l'objet observé. De plus, Barbicane se trouvait ramené à une distance que n'avaient jamais donnée les plus puissants télescopes, ni celui de John Ross, ni celui des montagnes rocheuses. Il était donc dans cette condition extrêmement favorable pour résoudre cette grande question de l'habitabilité de la Lune. Cependant, cette solution lui échappait encore. Il ne distinguait que le lit désert des immenses plaines et vers le nord d'arides montagnes. Pas un ouvrage ne trahissait la main de l'homme, pas une ruine n'attestait son passage, pas une agglomération d'animaux n'indiquait que la vie s'y développa, même à un degré inférieur. Nulle part le mouvement, nulle part une apparence de végétation. Des 3 règnes qui se partagent le sphéroïde terrestre, un seul était représenté sur le globe lunaire. Le règne minéral. « Ah ça !» dit Michel Ardan, d'un air un peu décontenancé. « Il n'y a donc personne ?» « Non, répondit Nicole, jusqu'ici.
Pas un homme, pas un animal, pas un arbre. Après tout, si l'atmosphère s'est réfugiée au fond des cavités, à l'intérieur des cirques ou même sur la face opposée de la Lune, nous ne pouvons rien préjuger. D'ailleurs, ajouta Barbicane, même pour la vue la plus perçante, un homme n'est pas visible à une distance supérieure à 7 km. Donc s'il y a des sélénites, ils peuvent voir notre projectile, mais nous ne pouvons les voir. Vers 4 heures du matin, à la hauteur du 50e parallèle, la distance était réduite à 600 km. Sur la gauche se développait une ligne de montagne capricieusement contournée, dessinée, en pleine lumière. Vers la droite, au contraire, se creusait un trou noir comme un vaste puits, insondable et sombre, fourré dans le sol lunaire. Ce trou, c'était le lac Noir. C'était Platon, cirque profond que l'on peut convenablement étudier de la Terre, entre le dernier quartier et la nouvelle Lune, lorsque les ombres se projettent de l'ouest vers l'est. Cette coloration noire se rencontre rarement à la surface du satellite. Par contre, elle existe dans les Alpes. Il y a un glacier qui s'appelle le lac Noir, avec quelques petits lacs, bref. Vous verrez, vous irez regarder sur Internet, ou si vous connaissez, c'est sublime. On ne l'a encore reconnu que dans les profondeurs du cirque d'Endymion, à l'est de la mer du Froid, dans l'hémisphère nord, et au fond du cirque de Grimaldi, sur l'équateur, vers le bord oriental de l'astre. Platon est une montagne annulaire, située par 51 degrés de latitude nord et 9 degrés de longitude est. Son cirque est long de 92 km et large de 60. De 61. Barbicane regretta de ne point passer perpendiculairement au-dessus de sa vaste ouverture. Il y avait là un abîme à sonder. Peut-être quelques mystérieux phénomènes à surprendre. Mais la marche du projectile ne pouvait être modifiée. Il fallait rigoureusement la subir. On ne dirige point les ballons, encore moins les boulets, quand on est enfermé entre leurs parois. Vers 5 heures du matin, la limite septentrionale de la mer des pluies était enfin dépassée. Les monts, la Condamine et Fontenelle restaient, l'un sur la gauche, l'autre sur la droite. Cette partie du disque, à partir du 60e degré, devenait absolument montagneuse. Les lunettes la rapprochaient à un lieu, distance inférieure à celle qui sépare le sommet du Mont Blanc du niveau de la mer. On y vient, dans les Alpes, finalement. Vers le 70e degré, dominait Philolaüs, à une hauteur de 3700 mètres, ouvrant un cratère elliptique, long de 16 lieues, large de 4. Alors le disque vu de cette distance offrait un aspect extrêmement bizarre. Les paysages se présentaient au regard dans des conditions très différentes de ceux de la Terre, mais très inférieures aussi. La Lune, n'ayant pas d'atmosphère, cette absence d'enveloppe gazeuse a des conséquences déjà démontrées. Point de crépuscule à sa surface, la nuit suivant le jour et le jour suivant la nuit, avec la brusquerie d'une lampe qui s'éteint ou s'allume au milieu d'une obscurité profonde. Pas de transition du froid au chaud, la température tombant en un instant du degré de l'eau bouillante au degré des froids de l'espace. Une autre conséquence de cette absence d'air est celle-ci. C'est que les ténèbres absolues règnent là où ne parviennent pas les rayons du soleil. Ce qui s'appelle lumière diffuse sur la Terre, cette manière lumineuse que l'air tient en suspension, cette matière, j'ai bien dit, lumineuse que l'air tient en suspension qui crée les crépuscules et les aubes, qui produit les ombres, les pénombres, et toute cette magie du clair-obscur, n'existe pas sur la Lune. De là une brutalité de contraste qui n'admet que 2 couleurs, le noir et le blanc. Qu'un sélénite abrite ses yeux contre les rayons solaires. Le ciel lui apparaît absolument noir et les étoiles brillent à ses égards comme dans les nuits les plus sombres. Que l'on juge de l'impression produite par cet étrange aspect sur Barbicane et sur ses 2 amis. Leurs yeux étaient déroutés. Ils ne saisissaient plus la distance respective des divers plans. Un paysage lunaire que n'adoucit point le phénomène du clair-obscur
n'aurait pu être rendu par un paysagiste de la Terre. Des taches d'encre sur une page blanche, c'était tout. Cet aspect ne se modifia pas, même quand le projectile, à la hauteur du 80e degré, ne fut séparé de la Lune que par une distance de 100 km. Pas même quand à 5 heures du matin, il passa à moins de 50 km de la montagne de Gyoja. Distance que les lunettes réduisaient à un demi-quart de lieue. Il semblait que la Lune pût être touchée avec la main. Il paraissait impossible que le boulet ne la heurtât pas avant. Ne fût-ce qu'à son pôle nord, dont l'arête éclatante se dessinait violemment sur le fond noir du ciel. Michel Ardan voulait ouvrir un des hublots et se précipiter vers la face lunaire. Une chute de 12 lieues. Il n'y regardait pas. Tentative inutile d'ailleurs, car si le projectile ne devait pas atteindre un point quelconque du satellite, Michel, emporté dans son mouvement, ne l'eût pas atteint plus que lui. En ce moment, à 6 heures, le pôle lunaire apparaissait. Le disque n'offrait plus au regard des voyageurs qu'une moitié violemment éclairée, tandis que l'autre disparaissait dans les ténèbres. Soudain, le projectile dépassa la ligne de démarcation entre la lumière intense et l'ombre absolue et fut subitement plongé dans une nuit profonde. Chapitre 14. La nuit de 354 heures et demie. Au moment où se produisit si brusquement ce phénomène, le projectile rasait le pôle nord de la Lune, à moins de 50 km. Quelques secondes lui avaient donc suffi pour se plonger dans les ténèbres absolues de l'espace. La transition s'était si rapidement opérée, sans nuance, sans dégradation de lumière, sans atténuation des ondulations lumineuses, que l'astre semblait s'être éteint sous l'influence d'un souffle puissant. Fondu, disparu, la Lune, s'était écrié Michel Ardan tout ébahi. En effet, ni un reflet, ni une ombre, rien n'apparaissait plus de ce disque naguère éblouissant. L'obscurité était complète et rendue plus profonde encore par le rayonnement des étoiles. C'était ce noir dont s'imprégnaient les nuits lunaires qui durent 354 heures et demie pour chaque point du disque. Longue nuit qui résulte de l'égalité des mouvements de translation et la rotation de la Lune. L'un sur elle-même, l'autre autour de la Terre. Le projectile immergé dans le cône d'ombre du satellite ne subissait pas plus l'action des rayons solaires qu'aucun des points de sa partie invisible. Je vais vous montrer une petite image, parce qu'il y a beaucoup de très jolies illustrations dans ce livre. Donc voilà ce dont on parle. C'est la faute à la Lune. Le diable soit de l'astre radieux, s'écria Michel Ardan, qui va nous induire en dépenses de gaz au lieu de nous prodiguer gratuitement ses rayons. N'accusons pas le soleil, reprit Nicole, ce n'est pas de sa faute, mais bien la faute à la Lune, qui est venue se placer comme un écran entre nous et lui. C'est le soleil, reprit Michel. C'est la Lune, ripostait Nicole. Une dispute oiseuse à laquelle Barbicane mit fin en disant « Mes amis, ce n'est ni la faute au soleil, ni la faute à la Lune. C'est la faute au projectile qui, au lieu de suivre rigoureusement sa trajectoire, s'en est maladroitement écarté. Et pour être plus juste, c'est la faute à ce malencontreux bolide qui a si déplorablement dévié notre direction première. » Bon, répondit Michel Ardan, puisque l'affaire est arrangée, déjeunons. Après une nuit entière d'observation, il convient de se refaire un peu. Cette proposition ne trouva pas de contradicteur. Michel, en quelques minutes, eut préparé le repas, mais en mangea pour manger. On but sans porter des toasts, sans pousser des « hurrah ».
excusez-moi, voilà. Les hardis voyageurs, entraînés dans ces sombres espaces, sans leur cortège habituel de rayons, sentaient une vague inquiétude leur monter au cœur. L'ombre farouche, si chère à la plume de Victor Hugo, les étreignait de toutes parts. Cependant, ils causèrent de cette interminable nuit de 354 heures, soit près de 15 jours que les lois physiques ont imposé aux habitants de la Lune. Barbicane donna à ses amis quelques explications sur les causes et les conséquences de ce curieux phénomène. Curieux à coup sûr, dit-il, car si chaque hémisphère de la Lune est privé de la lumière solaire pendant 15 jours, celui au-dessus duquel nous flottons en ce moment ne jouit même pas, pendant sa longue nuit, de la vue de la Terre splendidement éclairée. En un mot, il n'y a de lune. En appliquant cette qualification à notre sphéroïde, que pour un côté du disque. Or, s'il en était ainsi pour la Terre, si par exemple l'Europe ne voyait jamais la Lune et qu'elle fût visible seulement à ses antipodes, vous figurez-vous quel serait l'étonnement d'un Européen qui arriverait en Australie? On ferait le voyage rien que pour aller voir la Lune, répondit Michel. Eh bien, reprit Barbicane, cet étonnement est réservé aux Sélénites qui habitent la face de la Lune opposée à la Terre, face à jamais invisible à nos compatriotes du globe terrestre. Et que nous aurions vu, ajouta Nicole, si nous étions arrivés ici à l'époque où la Lune est nouvelle, c'est-à-dire 15 jours plus tard. J'ajouterai en revanche, reprit Barbicane, que l'habitant de la face visible est singulièrement favorisé de la nature au détriment de ses frères de la face invisible. Ce dernier, comme vous le voyez, a des nuits profondes de 354 heures, sans qu'aucun rayon en rompe l'obscurité. L'autre, au contraire, lorsque le soleil qui l'a éclairé pendant 15 jours se couche sous l'horizon, voit se lever à l'horizon opposé un astre splendide. C'est la Terre, 13 fois grosse comme la Lune, réduite que nous connaissons. La Terre qui se développe sur un diamètre de 2 degrés et qui lui verse une lumière 13 fois plus intense que ne tempère aucune couche atmosphérique. La Terre dont la disparition n'arrive qu'au moment où le Soleil reparaît à son tour. Belle phrase, dit Michel Ardan. Bon, un peu académique peut-être. Il suit de là, reprit Barbicane sans sourciller, que cette face visible du disque doit être fort agréable à l'habiter, puisqu'elle regarde toujours soit le soleil, quand la lune est pleine, soit la terre, quand la lune est nouvelle. Mais, dit Nicole, cet avantage doit être bien compensé par l'insoutenable chaleur que cette lumière entraîne avec elle. L'inconvénient sous ce rapport est le même pour les deux faces, car la lumière reflétée par la Terre est évidemment dépourvue de chaleur. Cependant, cette face invisible est encore plus éprouvée par la chaleur que la face visible. Je dis cela pour vous, Nicole, parce que Michel ne comprendra probablement pas. Merci, fit Michel. En effet, reprit Barbicane, lorsque cette face invisible reçoit à la fois la lumière et la chaleur solaire, c'est que la Lune est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle est en conjonction, qu'elle est située entre le Soleil et la Terre. Elle se trouve donc, par rapport à la situation qu'elle occupe en opposition, lorsqu'elle est pleine, plus rapprochée du Soleil du double de sa distance à la Terre. Or, cette distance peut être estimée à la 200e partie de celle qui sépare le Soleil de la Terre, soit en chiffres ronds, 200 000 lieues. Donc cette face invisible est plus près du Soleil de 200 000 lieues lorsqu'elle reçoit ses rayons. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de ce fabuleux voyage que nous offre encore Jules Verne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, oui. Et je vous dis à une prochaine fois. Belle soirée ou belle matinée pour certains.